Avocat, essayiste en philosophie politique, romancier, ministre d'État honoraire à la coopération internationale et intégration régionale et francophonie, Monsieur Pépin Guillet-Mandiolo pose un regard critique sur la société et propose des solutions. Un nouvel ouvrage qui va bientôt paraître, Puissance, si j'étais président, et le dernier qui va bientôt nous régaler avec une réflexion un peu plus particulière et unique. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans cette émission. Entre les lignes, on va donc chercher à comprendre entre les lignes ce qu'a voulu dire l'auteur et ce qu'il pense d'une société puissante. Monsieur Pépin Guillet-Mandiolo, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux 2026 et merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous d'être venu vers moi. Selon ce qu'on avait convenu, vous avez eu les textes entre les mains pour l'exploiter, l'évaluer et puis revenir à moi pour qu'on puisse en discuter avant sa parution officielle. C'est pour quand déjà la parution? Le livre sera présenté le 7 février à Wallonie-Bruxelles dans l'amphithéâtre à Kinshasa. Oui. Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, parce qu'il y a quelques questions qui ont été posées, à savoir quelle Wallonie-Bruxelles? Il faut nous acheter un billet d'avion pour aller à Bruxelles? Non, c'est Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, vers Forestcom et dans l'amphithéâtre le 7 février à partir des 13h. L'entrée est libre, ce qui fait qu'il faut être à l'heure parce qu'on ne pourra pas faire sortir les gens pour que vous les remplaciez. Donc, il sera présenté à cette occasion-là. Merci beaucoup. On commence par ce regard un peu inquiétant que vous posez dans votre ouvrage, qui fait même un peu mal à ceux qui lisent. Vous dites « La pente descendante de notre société a été déclenchée à Berlin en 1885 avec l'avènement de l'État indépendant du Congo ». Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Parce que nous avons lu, mais on aimerait un peu que vous puissiez expliciter votre pensée. Dès lors qu'un individu ne dispose plus de lui, dès lors qu'un être ne dispose plus de lui, dès lors qu'un animal ne dispose plus de lui, un animal, vous le mettez en zoo, donc il dépend de vous pour le nourrir. Un être humain qui perd sa liberté, qui est sous l'autorité d'autrui, n'existe plus par lui, mais du fait d'autrui. Donc, depuis 1885, s'est déclenché un processus descendant, c'est-à-dire notre humanité a été remise en cause et nous avons été soumis à l'Occident à partir de cette date-là. On nous a tracé les frontières, on a réuni les entités politiques qui existaient auparavant, c'est-à-dire les royaumes et les empires qui étaient dans l'espace de cette cuvette centrale. On a fait de nous un État par les faits d'autrui. Ce n'était pas notre volonté. Je suis de l'espace Lunda, je n'avais pas vocation à me mettre ensemble avec d'autres peuples. On nous l'a imposé. Et ça crée une sorte de communion à travers les souffrances qu'on a endurées. Ces souffrances, et la première et la plus importante d'entre elles, ce sont les mains coupées de Léopold II à partir de 1889 jusqu'à quasiment en 1906 pour l'exploitation du caoutchouc. Ça fait les ciments de ce pays, mais ce sont des souffrances. Donc, on nous impose d'être ensemble par l'effet d'autrui. On nous coupe les mains pour l'exploitation du caoutchouc par l'effet d'autrui. On nous met dans la colonisation par l'effet d'autrui. Et on nous gère par l'effet d'autrui. Donc, notre indépendance en tant qu'humain, notre propre humanité a été remise en cause. Comme noirs, comme propriétaires terriens, tout ça a été remis en cause du fait d'autrui. Nous devons nous poser des bonnes questions par rapport à ça. Qui sommes-nous? Cette période sombre qui a créé énormément de traumatismes chez les anciens, dont génétiquement nous recélons encore ces traumatismes par nos comportements qui sont disparates, notre incapacité à retrouver les réflexes d'antan, le respect, la dignité, l'organisation, la structuration, toutes ces choses sont perdues aujourd'hui.
Parce qu'il y a eu un passage très dur sur notre être, notre étant en tant que personne humaine à part entière. On nous a dénié l'état d'homme. C'est parce que nous n'étions pas puissants, on n'était pas prêts à faire face à la diversité de l'époque. D'où le livre Puissance, se réinventer. Tout à fait, on n'a pas été. C'est-à-dire que nous n'étions pas organisés pour pouvoir construire notre être en tant que puissance, au sens où s'entend ces livres. Est-ce que ce regard a changé? Est-ce que cet état de choses a changé pour nous en tant que peuple, le peuple d'hier? Vous faites l'allusion au Congo avec un K, un Congo avec un C. Est-ce que cela a changé aujourd'hui dans le fond? Non, malheureusement, dans les fonds, nous sommes toujours convalescents et au sol. On n'a pas évolué d'un iota, on n'a fait que régresser. On a fait que régresser, je dirais même, je veux toucher les points, la ligne du temps commence à partir de 1550-1551 avec la controverse des Valladolid, où l'Église catholique décide de statuer sur l'humanité des Indiens et finalement lève l'option dans les débats qui opposent Las Casas et Sepulveda, qui sont des prélats espagnols dans la période de Charles Quint, qui voulaient savoir effectivement s'il fallait soumettre les Indiens d'Amérique, les natifs d'Amérique à l'esclavage ou pas. L'Église catholique sollicite les concours de deux prélats, que sont Las Casas et Sepulveda. Ils discutent pendant presque une année, 1550-1551, et finalement déterminent que les Indiens ont une âme du fait de leur couleur et que les Noirs n'ont pas d'âme parce que la Bible reprend dans la Genèse que leur ancêtre avait été maudit et que sa descendance devait être soumise à l'esclavage, la descendance de Canaan. Cham, notamment, comme Cham, vous le dites dans... tout à fait, qui devait être soumise à l'esclavage par Japhet, qui représente les Occidentaux, et les deuxièmes qui représentent les Sémites. Donc, de ces points de départ, le christianisme vu au départ de la disposition de la Genèse a statué, je mets ça dans les textes, c'est dans les textes. Justement, c'est dans les textes que les Noirs étaient esclaves, sous-hommes, il fallait les soumettre, et cette conception n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand vous faites les tours du monde, allez chercher de l'aide à gauche, à droite, on a affaire aux descendants d'esclaves qui sont même esclaves, qui n'ont pas les compétences nécessaires pour être considérés comme des êtres humains à part entière, et par conséquent, il faut les soumettre. C'est comme ça qu'on vous voit. Ne rêvez pas, oui, mon ami les Blancs, mon ami tel, mon ami l'Américain, mon ami les Français. Ils vous voient par les prismes de votre sous-humanité. Tenez, regardez la situation de Taubira. Taubira, qui a été ministre de la Justice garde des Sceaux de France, on lui jetait des bananes. En France. Elle est française depuis 400 ans. Quelle est la considération qu'on a de Taubira par rapport aux Français venus de l'Est de l'Europe ou du Nord de l'Afrique? Elle n'a aucune considération. Pourtant, elle est là depuis 400 ans. Mais le fait qu'elle ait la couleur noire statue sur son infériorité naturelle au départ de la conception christique ou catholique. C'est ça. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas encore imprégné de cette idée de ce que vous êtes, comment l'autre vous voit? L'autre vous regarde comment? Quand vous vous appelez Guillaume, vous appelez Dan, l'autre qui est en face de vous, dont le nom vient de ses ancêtres, il vous voit comment? Quand vous ne portez pas votre propre nom d'origine, vous êtes un être ersatz, un produit dérivé des êtres qui doit être soumis. Parce qu'il a établi ainsi et vous l'acceptez. Même lorsqu'on vous donne l'indépendance, vous continuez à courir dans leur pays pour aller solliciter leur aide, être à leur disposition, aidez-nous, faites ceci, faites cela.
Vous disposez des matières premières, en voici, en voilà. Vous avez explosé les tableaux de Mendeleïev, ce qu'on appelle les tableaux périodiques. Oui. Tous les éléments qui composent les tableaux de Mendeleïev se trouvent en RDC. On a des personnes très instruites, des grands ingénieurs à travers le monde. Nous ne sommes pas capables d'avoir l'électricité permanente, d'avoir nos chaussées propres, de monter une armée capable d'attaquer, d'occuper, de faire tout ça. Non. Nous ne sommes pas capables de faire des usines, de ceci, de cela, tout ça. Et nous sommes là, moi j'ai piloté un ministère qui est un ministère de la mendicité internationale. La coopération internationale, c'est la mendicité. On mendie de l'aide à l'électricité. Mais ça s'appelle comme ça. Vous appelez ça comment? L'aide, c'est quoi? L'aide, c'est quoi l'aide? On aide qui? On aide les plus déshérités, les plus pauvres. Mais nous ne sommes pas pauvres pour être aidés. Nous sommes pauvres d'une pauvreté intellectuelle et du savoir à un niveau le plus élevé. Et par conséquent, nous allons vers ceux qui ont investi dans le savoir pour nous aider, alors même qu'ils ne possèdent d'aucune richesse. Mais Puissance, c'est cet ouvrage aussi qui ramène un peu la religion au centre du problème, comme étant l'un des moyens d'asservissement du peuple africain, du peuple noir. Vous le dites quelque part dans votre ouvrage, vous dites que il y a trop d'idiots, trop de crétins, trop de petits esprits, trop d'escrocs dans les communautés évangélico-charismatiques en Afrique. Est-ce que d'aucuns diraient que ce sont des insultes? Non, non. Ces passages-là viennent du texte, c'est une référence que j'ai faite à Kamana, au philosophe Kamana, Godefroy Kangoudi, qui écrit un texte, Ma foi, des théologiens africains. C'est son texte. Oui. Kamana, c'est un philosophe, il a fait la théologie en même temps. Un théologien. Kamana a étudié la théologie. Il a un doctorat en théologie. Il a 20 doctorats en théologie, il est décédé. Et en philosophie. Kamana évalue la décadence de la société africaine et congolaise en particulier. Il dit que la religion telle qu'elle est pratiquée chez nous, c'est un outil du crétinisme. C'est Kamana qui le dit. Il a l'autorité, la notoriété de pouvoir statuer sur le sujet parce qu'il est théologien au sens académique du terme. Il peut évaluer mathématiquement de quoi il s'agit. Et je suis fondamentalement d'accord avec lui. La religion telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui chez nous n'a strictement rien à voir avec la religion. Elle est commerciale, il y a un côté ostentatoire, vous passez partout, est-ce que tu crois en Jésus comme sauveur et machin, tout ça? C'est quoi ça? La foi est individuelle, la foi c'est les fruits de vos actes qu'on va devoir évaluer. Ce n'est pas le nombre de fois où vous allez à l'église. 90% des gens qui volent ont la Bible sous les bras. 90% des gens qui sont aux responsabilités vont à l'église, ont des pasteurs personnels. Est-ce que ça a réglé les problèmes de la corruption, qu'on arrête les uns les autres matin, midi, soir? Non. Mais concrètement, qu'est-ce que vous suggérez, M. Pépin Guillaume Ndjoulou? Le chapitre 2 règle les problèmes. Ma suggestion est dans le chapitre 2. La connaissance, le savoir. La fin de l'imbécilité passe par le savoir. La fin du crétinisme passe par le savoir. Mais quel savoir? Parce que le savoir est pluriel. Non. Le savoir, d'abord, il n'est pas pluriel. Accéder à l'autonomie de pensée et de réflexion, à la lumière de l'esprit. C'est ça le savoir. C'est que Horace dit, sapere aude. Ose connaître. Nous sommes entre 65 de sa naissance Horace
à 8 avant Jésus. Saper Yaoud. Et c'est devenu par la suite la devise des Lumières. Ose savoir. La Bible te dit, Dieu crée l'homme en son image, donc tu es un créateur comme Dieu. Tu es l'image de Dieu, tu es un créateur. Cherche, comprends, apprends, cherche la sagesse. Sans cesse. C'est ça le savoir. Il faut connaître comment ça fonctionne. Le Nouveau Testament te dit, 2 Pierre 1, 5, la foi, certes, mais la foi isolée n'a aucune valeur. La foi n'est valable que lorsqu'elle est accompagnée de la science et de la vertu. Tant que tu ne cherches pas la science, tu n'as pas accès à la foi. Qu'est-ce qu'il faudra alors concrètement? Il faudra fermer ces églises ou arrêter Mais ce sont des raccourcis, ce n'est pas ça le sujet. Je ne vais pas mettre à dos tous ces comédiens qui veulent dire oui, machin, tout ça, diable, Dieu, tout ça. Et globalement, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est donner le savoir aux gens. Que les gens puissent déterminer leur position en fonction de ce qu'ils savent réellement. Toute personne qui sait agit en regard du savoir. Agit en regard de la puissance illuminatrice de la raison. Il est éclairé, il sait. Par conséquent, il lèvera les choix qui soient les choix raisonnables. La puissance illuminatrice de la raison. Au plus vous savez, au plus vous agissez conformément à l'éthique, à la loi de la nature, à la vérité, à la raison. Au moins vous savez, au plus vous êtes dans l'anarchie totale. La Bible. Le Coran dit « Ikra ». N'arrête jamais de chercher. Il faut lire Averroès. Ce sont les scientifiques, les philosophes, les penseurs les plus puissants de l'islam. Cherche sans cesse. L'être humain a vocation à chercher, à être créateur au sens chrétien et judaïque du terme, à être toujours à la quête du savoir au sens coranique du terme, à être toujours à la quête de la sagesse au sens des Confucius et du taoïsme, mais tous les grands courants de la pensée vous poussent à savoir. Vous montez dans les avions, c'est le savoir. On érige des constitutions par les faits des philosophes, séparation de pouvoir, Montesquieu, législatif, exécutif et judiciaire. C'est le savoir. Mais quand on lit le titre de l'ouvrage, Puissance, si j'étais président, la personne qui lit le titre sans pour autant feuilleter les pages, se fait une idée de cette œuvre. Il se dit peut-être en lui que celui-ci propose peut-être des solutions concrètes aux problèmes, comment sortir de la pauvreté, comment construire nos routes, comment améliorer nos systèmes de santé, par exemple. Mais quand on lit l'ouvrage, on se rend compte que c'est un ouvrage philosophique qui pousse l'homme à prendre conscience, à se réveiller, à se définir qui il est et qu'est-ce qu'il doit devenir. Oui. Je pense que votre approche n'est pas forcément juste. Oui. Je pense que vous avez lu en oblique. Les chapitres premiers parlent de l'identité nationale. C'est quoi être congolais depuis les origines? On fait la cartographie des origines de notre histoire et on propose l'appellation qui soit conforme, c'est-à-dire que la mise en œuvre du cas d'espèce de ces origines-là à l'actualité. On définit, dorénavant, on peut dire que congolais, ça veut dire ça, ça et ça. Donc on a une définition aujourd'hui précise, page 84, puisque nous sommes là. De cette version ici, c'est une illustration pour vous dire que tout est pratique ici dedans. Il n'y a pas de la littérature philosophique simplement, il y a la présentation, j'ai théorisé et par la suite je donne la pratique, une définition qui peut être incorporée dans le corpus de l'enseignement en RDC pour que dorénavant un enfant qui s'est dit congolais sache pourquoi il est congolais, c'est quoi être congolais. C'est pratique.
Qu'est-ce donc un Congolais pour un enfant d'aujourd'hui à la quête de son reflet dans les miroirs de l'histoire humaine et du ravissement de soi? Pour dire, je suis fier de moi en tant que Congolais. C'est quoi être un Congolais? La réponse que j'ai donnée, c'est celle-ci. Être Congolais, c'est le mystère de la création. C'est cette addition des connaissances et d'esprit, portée par les sentiments de la force accrue, forgée dans l'arithmétique d'Ishango. Ishango, c'est pratique, c'est réel. Ce sont les osselets d'Ishango. Les points de départ des mathématiques de la planète, c'est Ishango. Ce n'est pas de la littérature, c'est pratique. Les osselets se trouvent à Tervuren à Bruxelles. Nous sommes les premiers inventeurs des mathématiques. Donc l'enfant se dit, ah, donc c'est nous qui avons inventé les mathématiques? Oui, l'arithmétique, c'est nous. Il y a 25 000 ans, avant toutes les civilisations égyptiennes, sumériennes, c'était les Congo d'abord, à Ishango. Pratique. Il n'y a rien de littéraire, de philosophique là-dedans. C'est l'histoire. Les éléments sont là, factuels. C'est les batteurs de fer et de cuivre ayant vécu le martyre des mains coupées. Batteurs de fer et de cuivre. Dans les katanas, et encore, vous allez à Tervuren, vous avez la forge portée sur le cuivre et le fer venant du katanga. Il y a une partie aussi qui vient du Congo central, qui sont à Tervuren, et même dans notre musée ici, on les trouve. Factuels, éléments précis de l'identité. Maître des formes géométriques et des sons musicaux. Formes géométriques. Tous nos arts, Kuba, Lunda, Chokwe, les formes géométriques qui ont été récupérées notamment par les cubismes français inventés par Picasso, d'origine espagnole. Maître des formes géométriques et des sons musicaux. 450 peuples selon l'évaluation qui avait été faite par l'Occident. 450 peuples, 450 sons musicaux différents. C'est ces peuples-là. Le seul peuple qui a des variétés de sons musicaux qu'aucun autre peuple n'atteint ce niveau-là, c'est le Congo. Un autre élément d'identification. C'est aussi cet être fier comme le léopard avec lequel il se confond en force et en résilience. Tiens donc, nous sommes les Congo, l'écho est à la fois l'origine liée au batteur du cuivre et des fers, mais liée aussi à l'esprit du léopard. Le nom veut dire ça. Rien de fictif. Tout est factuel. Fier comme le léopard avec lequel il se confond, en force et en résilience, qui n'a peur de rien et n'honore que les meilleurs. N'honore que les meilleurs. De tout temps, avant l'avènement de 1885, chez nous, on n'honorait que les meilleurs. Autour du roi, autour du prince, ne pouvaient présider, participer à la discussion que les meilleurs, les plus sages d'entre eux. Pas tout le monde, pas les troubadours, pas les comédiens, pas les crieurs, juste les meilleurs qui avaient une expertise dans un domaine précis. Ça a été comme ça dans nos entités précoloniales. C'est surtout ces peuples dont la terre entrelacée des rivières est ceinturée de toutes parts d'une richesse minérale insolente. Vous faites la partie est, vous verrez que toute la ceinture qui protège la RDC, qui fait la frontière entre la RDC et les autres pays, les minerais se trouvent en RDC, pas de l'autre côté. C'est cette terre-là dont on parle. Factuel, rien de philosophique, parce que tout le monde a peur de la philosophie. Rien de philosophique, c'est pratique, c'est factuel. Les cobaltes, les coltans, l'or, tout ça se trouve en RDC. Partant, le seul peuple qui peut claironner sur les toits du monde d'avoir été réellement élu par les créateurs. Quel est ce peuple qui a une richesse aussi insolente, aussi abondante, sinon le peuple congolais? C'est dans les peuples aussi les plus pauvres du monde, parmi les plus pauvres au moins. Il est pauvre en savoir. D'où le savoir pour la puissance. Je viens de le dire. Tout est question de savoir. Tout est question de savoir. Tout est question de savoir. Il faut connaître. Ça peut réaouder. Cherchez pour connaître. Cherchez la lumière de l'esprit. Vous en sortirez. Vous irez sur la lune. Vous ferez des avions. Vous croyez que vous allez faire ça comment? En chantant, en allant aux élections, matin, midi, soir et tout ça, en vous battant pour les élections, en vous faisant la guerre les uns les autres, en vous insultant, c'est comme ça que vous allez vous en sortir? Chaque émission que vous faites, ce sont les insultes. Oui, ils vont faire quoi et tout ça, c'est la littérature. Oui, mais pendant ce temps-là, vous faites quoi?
Quand vous faites toutes les rues, les gens qui vont à Paris, ils font les rues de Paris. Ils trouvent quoi? C'est Montesquieu, c'est Malraux, c'est tel et tout ça. On encense ceux qui ont apporté les savoirs. Et ces savoirs-là a servi. Ce sont les Marie Curie, les Pierre Curie et tout ça. Ce sont ceux-là qu'on encense. Les célébrités du monde, ce sont les détenteurs du savoir, pas autre chose. Où est la rue Moudimbe? Où est la rue Kamana? Ngoma Binda? Ngal? Ça n'existait pas. Mais vous débarquez dans un aéroport à Paris, vous faites la route, il n'y a que les noms des stars du savoir. Victor Hugo, Voltaire, tout ça. Ça ne vous interpelle pas. Et vous pensez qu'eux sont plus bêtes que vous. Vous êtes dans une autre direction, à vous amuser. Oui, mais le savoir, ça ne sert à quoi du tout. Mais tous ceux qui sont en train d'encenser ces gens-là, sont-ils plus bêtes que vous? Ils sont plus intelligents que vous parce qu'ils ont investi dans le savoir alors qu'ils n'ont pas de matière première. Vous avez investi dans quoi? Chaque être humain est censé investir dans quelque chose pour s'en sortir, pour relever les sièges de l'existence, comme dit Schopenhauer. Mais nous avons investi dans quoi? Dans la bêtise, dans l'insulte, dans le mépris, dans l'arrogance. C'est tout. Avec ça, vous pouvez construire un pays sur l'arrogance, le mépris, l'insulte, la division, la séparation, l'animosité, le ressentiment, l'inimitié. C'est ça la construction d'un État? L'homme blanc est venu nous dominer, nous imposer sa culture, nous transformer quelque part. Et nous aussi, de notre part, de notre côté, notre part de responsabilité, c'est ne pas prendre les choses au sérieux, ne pas être sérieux avec nous-mêmes. C'est ça notre part de responsabilité vis-à-vis de l'autre. Monsieur Dan, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que toutes les sociétés se battent pour occuper les unes des autres. C'est la nature humaine. L'homme est en guerre avec l'homme. Les sociétés sont en guerre avec d'autres sociétés pour dominer, pour cette volonté de vie, cette volonté de puissance. C'est la nature qui est comme ça. Les lions doivent manger, il doit tuer une antilope. Il n'a pas le choix, il doit faire ça. Celui qui n'a pas de matière première doit occuper celui qui en a. Il t'appartient de pouvoir te protéger, créer les moyens de te protéger par la puissance, c'est tout simplement ça. Un être humain ne peut pas vivre sans puissance, c'est-à-dire qu'il est laissé à qui veut venir le prendre. Parce qu'il passe son temps à pleurer, il ne crée rien du tout. Depuis 1965-60, qu'avons-nous créé en termes d'institutions, d'intelligence et de la puissance? Rien. Y a-t-il une lueur d'espoir? Y a-t-il une lueur d'espoir? Mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence en RDC. Il y a énormément d'intelligence aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais on n'écoute pas l'intelligence. On écoute les Jalelo, les chants, les Dionisio Kolakès. Ce sont les maîtres du pays. Les Dionisio Kolakès. C'est-à-dire ceux qui passent leur temps à l'adoration, à la sanctification, à l'adulation des autorités, des pasteurs. Ces gens-là qui passent leur temps à faire ça, ce sont les stars de notre système, parce qu'on a besoin d'eux pour s'attirer la sympathie des plus faibles, de la population, qui n'attend que des solutions pour son existence. Kabila disait qu'il n'a pas su, sa plus grande faiblesse, c'est de n'avoir pas changé l'homme congolais. Certains parlent aussi du système qui est mauvais. On commence par quoi? Je propose le changement de système. Oui. Dans les chapitres sur la cité raisonnable, j'ai dit, pour paraphraser Plutarque, que nous ne pouvons être conduits que par ceux qui nous sont supérieurs en art, en science, en conscience, en vertu, en éthique. Si je ne suis pas éthique, si je n'ai pas d'art propre que je maîtrise, je n'ai pas à conduire les hommes parce que je vais les mener dans un mur. Le fait que je sois célèbre ne me donne pas les compétences pour pouvoir conduire les hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire au football? Prenez quelqu'un de célèbre, mettez-le au football qui gagne. Il ne gagnera pas. Prenez quelqu'un de célèbre, mettez-le en musique pour voir s'il peut gagner. Il ne gagnera pas. Parce qu'il n'a pas les compétences dans ce domaine-là. Je répète de nouveau pour la pédagogie. Le seul secteur en RDC qui marche, c'est le secteur musical.
dans lesquels les meilleurs s'expriment avec les meilleurs. Aucun chef d'orchestre qui a investi son argent, son talent dans son domaine ne peut concevoir un seul instant qu'on lui envoie quelqu'un qui n'a pas les compétences en musique pour travailler avec lui. Il dira non. Depuis l'avènement du numérique, des plateformes d'achat en ligne, il s'avère tout simplement que le seul talent compétent, opérationnel en RDC, qui est le secteur musical, ils sont tous riches. Parce que c'est une richesse réelle tirée de leur talent. C'est tout. Les autres secteurs sont complètement par terre. Parce que les talents ne s'expriment pas. Les hommes d'affaires qui veulent investir, qui ont un peu de talent, n'ont pas accès au crédit pour construire les activités commerciales, industrielles. Ils n'ont pas accès au crédit. Les étrangers qui viennent, qui font des tontines entre eux, avec peut-être l'argent sale qui est nettoyé, l'argent des drogues, des armes et tout ça, investissent chez nous, ont des supermarchés, ont beaucoup de choses, parce que c'est leur argent qui ramène de l'extérieur. D'ailleurs, beaucoup de politiques vont investir là-dedans pour cacher l'argent qu'ils ont pillé au trésor public. Voilà dans quoi nous vivons. Le dire, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Lorsque le professeur Luzolo dit 18 milliards à 20 milliards échappent à l'État en 2016-2017. Mais cet argent aurait pu servir à investir dans le savoir, dans les centres de recherche fondamentale et appliquée, à soutenir les jeunes qui ont terminé les études, qui ont des projets pour pouvoir créer des petites usines, des petites unités, faire l'électricité comme les jeunes gens des Lista, qui ont besoin de faire des dynamos pour produire de l'électricité à moindre coût. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour pouvoir devenir puissant? Rien. Quel est l'acte que la politique congolaise, que les politiques congolais, que la législation congolaise, que les institutions congolaises posent pour accéder à la puissance? Quel est cet acte-là? Un seul acte. Il n'y en a pas. Il y a quand même quelque chose qui me traverse l'esprit quand vous dites ça. Vous dites qu'il faut donner du savoir aux gens. Le savoir est le centre de tout. Oui. Mais on se rend compte que la plupart des personnes qui ont occupé des postes de responsabilité dans notre pays, la plupart, ce sont des professeurs d'université qui ont étudié dans des grandes écoles du monde. Et quand on leur donne un poste de responsabilité, quelque part, vous vous rendez compte que rien n'échange. Parfois, ils font même pire que ceux qu'ils ont trouvés. Mais c'est tout à fait normal. Le système tel qu'il est conçu, c'est pour accompagner un individu ou un petit groupe d'individus. La misère étant, le prof touche combien par mois? Quand il arrive ici, qu'il est installé, il touche combien par mois? Ils sont tout le temps en grève. Ils n'ont pas de moyens pour ne fût-ce que mettre en œuvre la science. Ils n'ont pas ces moyens-là. Ils sont démunis. Ce sont des pères de famille. Et les plus faibles d'entre eux, dès qu'il y a une opportunité d'avoir un peu plus d'argent et tout ça, au crochet d'un homme politique, ben, ils ne vont pas faire autrement que suivre cette voie-là et soutenir la personne parce qu'il a accès aux moyens financiers. Il va oublier sa science, son identité, sa raison d'être. Tout ça sera oublié parce qu'il doit servir son ventre, sa famille, un bien-être qu'il n'avait même pas espéré. Les années passées à l'école primaire, secondaire, université, doctorat, thèse, tout ça, il va mettre ça de côté parce qu'il doit vivre. Il dit, il n'y a qu'une vie, c'est maintenant ou jamais. Il va honorer, il va danser. Il va danser. Malheureusement, c'est cette vérité que nous vivons. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'appellation prof d'université aux responsabilités n'a presque pas de signification, parce que les conséquences, on les connaît. On connaît les conséquences, aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des solutions qui sont proposées, notamment beaucoup d'acteurs politiques, puisqu'on parle politique également, vous êtes également acteur politique, proposent un dialogue. D'autres disent également qu'on a eu beaucoup de dialogues dans le passé et que ça n'a pas forcément solutionné les problèmes. Quel est votre regard sur cette approche des choses? Dialogue, oui, ou dialogue, c'est une perte de temps? Non, ne m'amenez pas là-dedans, ça ne m'intéresse alors pas du tout. J'écris pour la postérité, j'écris pour la pulvérisation de tout ce qui existe, qui est faux jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez m'amener dans un truc qui n'a aucune valeur scientifique,
au sens où je l'entends. Vous avez mis en place un système politique qui fait que les gens célèbres puissent avoir des postes. Pas les gens intelligents, pas les gens les plus capés que les autres, pas les conducteurs de civilisations, pas les constructeurs de civilisations, mais les célébrités. Et vous me dites, oui, les dialogues et tout ça. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse avec ça? Je vous propose la pulvérisation pour un État où chaque matin vous vous levez, vous êtes Congolais, vous avez à manger, à boire, vous avez l'électricité, l'eau, vous avez un travail parce que vous appartenez à un pays puissant. Vous avez accès au crédit, vous n'avez pas besoin d'aller faire la politique. Vous n'avez pas besoin de faire des dialogues, ça ne vous regarde. Votre talent vous permet de vivre. Est-ce que nos musiciens ont besoin de faire des dialogues? Non. Voilà l'illustration. Ils vivent de leur talent. Parce que le numérique leur a apporté la solution. L'intelligence artificielle, la nouvelle technologie a apporté la solution à nos musiciens congolais. Ils sont parmi les plus riches aujourd'hui parce qu'ils sont compétents dans leur domaine. Ils produisent. Donnez l'intelligence et le savoir à toutes les générations congolaises. Ils n'auront pas besoin de vos dialogues. Ils vont créer. Beaucoup n'iront même plus en politique. Et pourquoi? Parce que la politique... Mais la politique, les gens vont pouvoir s'abreuver au trésor public gratuitement. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas à conjuguer quoi que ce soit. On se lève au matin, on est député national et tout ça. On touche, je ne sais pas, 15, 20, 30 000, j'en sais trop rien, tout ça. On est ministre important, on a des frais de fonctionnement, on a des frais de ceci, des frais de cela. Et puis finalement, on s'est fait une fortune alors qu'on n'a pas mérité. On n'a aucune compétence d'accès à ces moyens-là. Donc pourquoi voulez-vous m'amener sur un débat qui n'a rien à voir avec? C'est vrai que beaucoup naissent de manière posthume. Ces livres, peut-être qu'il naîtra de manière posthume quand les Congolais prendront ces livres à bras-le-corps. Diront non, s'il a manqué au Congo des idées, au moins celle-là nous a servi à pouvoir devenir quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce n'est pas l'actualité. L'actualité ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Elle est fade, elle est sans intérêt pour moi. Mais complètement sans intérêt. Pourquoi? Pour commenter, tel a fait ceci, tel autre a fait cela et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je travaille pour la postérité, pas pour l'actualité. Les gens qui ont besoin d'être adulés par l'actualité, qu'on les applaudisse, qu'on dise qu'ils sont beaux, ça c'est leur problème. Moi, je ne travaille pas pour ça. Justement, ce dialogue, pour certains, pose un certain jalon pour... Mais c'est leur problème, je ne suis pas concerné. Pour l'avenir. Mais non. Sur quel fondement? Aller parler, comme à Sun City, ailleurs et tout ça, et puis aller aux élections, tricher, faire des tricheries, rafistoler, tout ça, pareil. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux que les gens proposent. Qui proposent en disant, voilà, les outils de la gestion du pays pour éviter les dialogues, les machins, les guerres et tout ça. Oui. L'outil est là. Outil contre outil, qu'on puisse débattre. Ah, vous proposez ça. Et comment on fait avec la Constitution? Je pense qu'on fait ça comme ça. Ah, et vous, quoi? Voilà. On est là-dedans. Mais si c'est pour parler des choses, des travers des uns et des autres qui ont fait qu'on puisse arriver à cette situation, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, mais vous parlez également de démocratie dans votre ouvrage. Bien sûr, le système que je propose, c'est un système à deux partis politiques. Parce que c'est une solution. Il n'y aura pas de dialogue. Il y aura les groupes qui ont été élus par un scrutin simple, en une journée. On sait qui est président, qui est ministre, qui est député national. On le sait au soir. Il n'y a pas, oui, le président a décidé de faire une ordonnance. Non, il n'y a pas ça. Lorsque vous allez aux élections, vous y allez avec les staffs qui composent déjà l'équipe gouvernementale. Comme on fait dans les pays normaux. Le staff est là. Votre candidat président et ceux qui sont candidats députés. Vous allez au scrutin, vous ressortez de là. Si c'est votre famille politique, votre parti politique qui a gagné, on sait que tel est président, tel est ministre des Affaires étrangères, tel est ministre des Finances, parce que les programmes que vous avez présentés, chaque membre du futur gouvernement a présenté la portion, les piliers qui les concernaient. Et les partis ont décidé que ce sera lui qui sera là, parce qu'il a les compétences pour agir là. L'affaire est réglée. Vous avez 5 ans, c'est 5 ans. Et quand on va aux élections, il n'y a pas de CENI, machin, oui, la CENI et tout ça. C'est une machine à tricherie. Comment voulez-vous que les gens vendent une maison à $200 000 pour aller chercher comment être député?
C'est parce qu'on sait que dans les circuits de la CENI, on peut faire entrer l'argent, on aura un siège. Tout le monde le sait. Le mensonge. La fois passée, je veux parler de la logocratie. Oui. Nous sommes venus un pays où les logocrates s'épanouissent parce que le mensonge est autorisé, mais totalement autorisé. On ment partout. On ment à l'église, où on promet les visas pour aller aux États-Unis, on promet les mariages, on ment en politique, on ment partout. Et donc, ça n'a aucun intérêt pour moi. Changeons, mais radicalement les choses, fondamentalement les choses. Je suis un homme déraisonnable comme Lee qui a fait Singapour. Je suis un homme déraisonnable. Je n'accepte pas ce qu'on estime être la raison aujourd'hui, dialogue, machin, tout. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour un autre pays, une autre conception. Que les meilleurs d'entre nous nous pilotent, nous guident, qu'on les applaudisse par leurs compétences, qu'on nous fasse des réformes qualitatives qui font que les standards de ceux qui sont meilleurs, qui doivent gérer un domaine ou un autre, on puisse leur donner les moyens nécessaires pour gérer ce domaine-là. Que la retraite des anciens ministres, dans ces CCC-là, tout ça, soit garantie. Que les profs d'université soient payés à la hauteur des ministres ou des députés nationaux, parce qu'ils produisent de l'intelligence. Que les centres de recherche appliquée fondamentale soient installés. Que les numériques, qui est l'actualité du développement de tous les pays du monde, soient mis en avant, qu'on y mette les moyens. Parce qu'on a les ressources nécessaires pour ça. Parce qu'on a les matières premières qui ne sont pas transformées ici. Mais si on ne vous écoute pas, la conséquence, c'est que le Congo est voué à quoi? À disparaître? Vous savez que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Ne rêvez pas. Vous dites que rien n'est éternel, même le Congo va disparaître un jour. Mais le Congo que nous connaissons aujourd'hui. À l'allure où l'arrogance et les ressentiments sont les maîtres mots de la gestion dans notre pays, à l'allure où l'unité n'a aucune valeur, les prétentions de beauté, d'intelligence sont largement au-dessus de la réalité qui est la nôtre. Dès lors que quelqu'un a $1 million sur son compte, il a du pouvoir. Pour les hommes, il a des femmes. Pour les femmes, il a des hommes à sa disposition, les voitures, les maisons. Il pense qu'il est devenu un demi-dieu. Sa parole, c'est la parole de la Bible ou du Coran. Dès cet instant, on n'ira nulle part. Héraclite nous dit... Tout cool. Non, pas sur cette phrase-là. Les honneurs tiennent en esclavage les hommes et les dieux. Pour l'instant, ou depuis 1965, en RDC, les honneurs tiennent en esclavage les hommes politiques, les hommes d'église, sont esclaves des honneurs. Et partant de cette position-là, de cette posture de la quête des honneurs, ils construisent des panels de Dionysio Kolakès, les courtisans. Il y a une pratique, il y a un métier nouveau depuis 1965, les métiers de Dionysio Kolakès, comme disait Épicure en parlant des disciples de Platon. Ces gens sont là pour courtiser, être payés. Tu es le plus beau, tu es ceci, cela et tout ça. Tu es le meilleur. Un peu comme Mobutu. Mais depuis Mobutu à ces jours, ils ont fait ça avec Mobutu, ils ont fait ça avec Kabila, ils font ça avec Tshisekedi aujourd'hui. Ça n'a pas changé, ce sont les mêmes, quasiment les mêmes. Ils s'ajoutent à eux, des petits-enfants, leurs enfants, ainsi de suite, et leurs familles, ils s'ajoutent à eux. Et ces honneurs-là tiennent tous les leaders, quasiment tous, en esclavage. Parce qu'on veut faire des leaders politiques des demi-dieux. Des demi-dieux. Et ils croient en ça. Dès qu'on applaudit, ils ont la sensation d'être sur les nuages, d'être dans une posture messianique. Ils oublient que ce ne sont que des humains. C'est une attitude humaine, trop humaine, qui est loin de l'éthique, de la lumière divine et de la puissance illuminatrice de la raison.
malheureusement. Et parmi cette caste des Dionysio Kolakès, la structuration première est faite par certains profs d'université, dont c'est les métiers, de construire la dynamique de la promotion de la logocratie en étant les maîtres chanteurs, les maîtres d'orchestre des Dionysio Kolakès. Avec ça, vous voulez partir où? Avec ça, on va où? Les dire, c'est tenter d'ouvrir la possibilité de passer vers des soins pour la République. La santé nationale est en danger depuis 1965. C'est là que les problèmes ont commencé, ou en 1985? Non, depuis 65, pas 85. En 1985, vous avez écrit que c'est là que la dégénérescence de l'homme a commencé. 1885, j'ai dit. Oui. C'est pas 1985. 1800, justement. J'ai expliqué tout à l'heure 1885 parce que on nous a retiré l'état d'homme pour l'état des sous-humains à partir de Berlin. 1885, ne pas confondre, messieurs, dames. 1960. Maintenant, la prise du pouvoir par les Congolais, par nos parents, pour notre indépendance, a été perturbée et un régime s'est installé en 1965 jusqu'en 1997. Ce régime a été porté par les Dionysio Kolakès, qui honoraient les chefs, qui en avaient fait un demi-dieu ou un dieu. Est arrivé les régimes de 1998, qui a prospéré tout doucement avec ce qu'on sait, et finalement, à partir de 2005-2006, on a porté Kabila pour en faire aussi un demi-dieu. Et après lui, Félix est arrivé, on l'a porté aussi pour en faire un demi-dieu. C'est ça le processus dont je parle. C'est ça dont je parle. Vous ne pouvez pas parler avec un prof d'université qui est dans cette situation-là, qui vous écoute. Vous passez pour subversif. Vous êtes subversif. Il faut dire ça pour faire plaisir au chef. Monsieur Pépin Guillaume Mandjoulou, on sera beaucoup plus heureux quand on aura totalement vulgarisé l'ouvrage dans l'opinion, parce que je crois que c'est le 7 février, comme vous l'avez dit, la publication, la parution. Donc je crois que l'opinion est vraiment en attente. Ce sont des idées qui révolutionnent, qui poussent à réfléchir. Et merci beaucoup pour cette œuvre. Et merci pour ce travail que vous faites aussi. Mais un petit mot, pour finir, peut-être, un petit mot pour toute la nation, du plus jeune au plus vieux. Qu'est-ce que vous voulez leur dire en cette occasion? Premièrement, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que j'ai dit, je sais que les insultes des Dionysio Kolakès ne manqueront pas. Il pense quoi? Il croit quoi? Il sait quoi? Il pense... Je sais. Quelqu'un m'a dit, il a été ministre, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Oui, mais... Il a fait la même chose que ce qu'il a dénoncé aujourd'hui. Je vais répéter ça 1001 fois. Sur mon site, tout est marqué, tout est là-dessus. J'ai fait les centres culturels, mais ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas... Les centres culturels qui sont en face de quoi? Du Palais du Peuple. C'est mon œuvre. Oui, l'œuvre de la mendicité. Parce que mon ministère, c'est le ministère de la mendicité. Je suis désolé. Il a fait quoi? Mais il était mendiant. C'était le patron des mendiants pour la République. Il a été érigé en patron des mendiants pour la République. Et pourquoi vous avez accepté ça? Mais non, mais ce ministère sert à ça. Je vous dis qu'il faut quand même, à un moment donné, qu'on arrête avec ce type d'institution qui sert à les mendier. C'est pour chercher les bourses. La coopération, c'est ça. Les bourses, l'aide, c'est ça la coopération. C'est pas autre chose. Il faut croire que la coopération, c'est que, bon, je vais chercher du diamant. Non, c'est pas ça. La coopération, c'est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on m'a donné par les gens qui sont censés être des partenaires de la RDC? On m'a donné 1,250 milliard de dollars pour des trésors publics. Dans ces 1,250 milliard de dollars, gérés par eux-mêmes, par les partenaires, pas moi. Ils ont construit ces bâtiments-là par les Chinois. Les Américains ont mis 600 millions pour faire dans le dessert agricole, les hôpitaux, machin, tout ça. Les Chinois aussi ont donné pour les hôpitaux. Ce n'est pas entre mes mains. Ce n'est pas un ministère qui doit ramener de l'argent pour distribuer aux gens. Non, ça n'existait pas. Je n'ai pas eu un ministère pour construire les routes, les chaussées, faire des ponts et des usines. Je n'ai pas eu ces ministères-là. Je ne sais pas si vous avez la prétention de devenir un jour président, mais si vous le deveniez... Ça, c'est des prétentions et ce n'est pas le sujet.
Le sujet est que, est-ce qu'il y a l'intelligence aujourd'hui? L'intelligence existe. Est-ce qu'il y a la compréhension pour accéder à l'aphorisme de Plutarque? Que nous soyons conduits par les meilleurs d'entre nous. Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les jours où on sera conduit par les meilleurs d'entre nous, ce pays ira mieux. Mais encore faut-il que nous tous, nous, petit peuple qui est là, puissent avoir la liberté de choisir exactement celui qu'on veut choisir pour qu'il soit devant nous. Celui qui est réuni à la fois au sens biblique et de la sagesse. La science, la vertu et la foi. Cette fois-ci, non seulement la foi en Dieu, les dieux du Congo, mais la foi dans la République. Quand on aura une personne qui a foi en la République, une personne qui va travailler pour la postérité, pas pour lui. Parce que, dites-vous bien, quelqu'un qui occupe un poste important comme celui du président de la République ou du Premier ministre, ça ne fût-ce que pendant 1 an, sa vie est faite. Toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, il aura à manger, à boire pour lui et pour sa famille. A-t-il besoin de rester à vie au pouvoir? A-t-il besoin d'amasser des milliards? Non. Parce que s'il est conscient de son rôle à la tête du pays, qu'il fasse 6 mois ou 1 an, sa vie est faite jusqu'à sa mort. L'État sera toujours en train de lui déverser des possibilités pour lui, pour ses enfants, à vie. A-t-il besoin d'amasser des milliards? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec $1 milliard? Humainement, on ne peut rien faire. On ne peut dormir que dans un lit, monter dans une voiture, monter dans un avion, et finalement, on se pose la question, suis-je éternel? Non, je ne suis pas éternel, je passe. Mais quand je passe, qu'est-ce que je laisse derrière moi? La vertu ou la logocratie? Vous laissez justement puissance, si j'étais président. Merci beaucoup, Monsieur Pépin Guillaume Angelo. C'est un ouvrage qui va paraître le 7 février au Centre Wallonie-Bruxelles. L'entrée est libre, l'auteur l'a dit. Donc, soyez là. À quelle heure déjà? Ça sera pas de 13 heures. Attention, il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut vraiment être le plus tôt possible. J'en parlerai encore peut-être d'ici 2 semaines ou 10 jours avant l'événement. L'ouvrage sera vendu à $40 sur place. Et quand il va rentrer dans les commerces, ça ne dépend pas de moi. Comme dit Épictète, il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Quand il sera dans le commerce, donc le commerçant qui va mettre dans ses rayons doit s'auto-payer, donc il va ajouter quelque chose dessus. Je ne vous garantis pas ça combien, est-ce que ça sera 50, 45, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces jours-là, le 7 février, le livre sera à $40. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Pépin Guillaume Angelo. C'est pas facile de comprendre, hein? Il faut avoir un bagage pour comprendre. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est un très bel ouvrage. Ne découragez pas les gens. Il suffit de lire, on peut comprendre. On peut comprendre. C'est vraiment bien fait. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve donc le 7 février prochain au Centre Wallonie-Bruxelles à partir de 13h. Au revoir et à la prochaine. On peut se lever pour... Avocat, essayiste en philosophie politique, romancier, ministre d'État honoraire à la coopération internationale et intégration régionale et francophonie, M. Pépin Guillaume Angelo pose un regard critique sur la société et propose des solutions. Un nouvel ouvrage qui va bientôt paraître, Puissance, si j'étais président, et le dernier qui va bientôt nous régaler avec une réflexion un peu plus particulière et unique. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans cette émission. Entre les lignes, on va donc chercher à comprendre entre les lignes ce qu'a voulu dire l'auteur et ce qu'il pense d'une société puissante.
Monsieur Pépin Guillaume Manjolo, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux 2026. Et merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous d'être venu vers moi. Selon ce qu'on avait convenu, vous avez eu les textes entre les mains pour l'exploiter, l'évaluer et puis revenir à moi pour qu'on puisse en discuter avant sa parution officielle. C'est pour quand déjà la parution? Le livre sera présenté le 7 février à Wallonie-Bruxelles dans l'amphithéâtre à Kinshasa. Oui. Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, parce qu'il y a quelques questions qui ont été posées, à savoir, quelle Wallonie-Bruxelles? Il faut nous acheter un billet d'avion pour aller à Bruxelles? Non. C'est Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, vers Forestcom, et dans l'amphithéâtre, le 7 février à partir des 13h. L'entrée est libre, ce qui fait qu'il faut être à l'heure, parce qu'on ne pourra pas faire sortir les gens pour que vous les remplaciez. Donc, il sera présenté à cette occasion-là. Merci beaucoup. On commence par ce regard un peu inquiétant que vous posez dans votre ouvrage, qui fait même un peu mal à ceux qui lisent. Vous dites, la pente descendante de notre société a été déclenchée à Berlin en 1885 avec l'avènement de l'État indépendant du Congo. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Parce que nous avons lu, mais on aimerait un peu que vous puissiez expliciter votre pensée. Dès lors qu'un individu ne dispose plus de lui, dès lors qu'un être ne dispose plus de lui, dès lors qu'un animal ne dispose plus de lui, un animal, vous le mettez en zoo, donc il dépend de vous pour le nourrir. Un être humain qui perd sa liberté, qui est sous l'autorité d'autrui, n'existe plus par lui, mais du fait d'autrui. Donc, depuis 1885, s'est déclenché un processus descendante, c'est-à-dire notre humanité a été remise en cause et nous avons été soumis à l'Occident à partir de cette date-là. On nous a tracé les frontières, on a réuni les entités politiques qui existaient auparavant, c'est-à-dire les royaumes et les empires qui étaient dans l'espace de cette cuvette centrale. On a fait de nous un État par les faits d'autrui. Ce n'était pas notre volonté. Je suis de l'espace Lunda, je n'avais pas vocation à me mettre ensemble avec d'autres peuples. On nous l'a imposé. Et ça crée une sorte de communion à travers les souffrances qu'on a endurées. Ces souffrances, et la première et la plus importante d'entre elles, ce sont les mains coupées de Léopold II à partir de 1889 jusqu'à en 1906 pour l'exploitation du caoutchouc. Ça fait les ciments de ce pays, mais ce sont des souffrances. Donc, on nous impose d'être ensemble par l'effet d'autrui. On nous coupe les mains pour l'exploitation du caoutchouc par l'effet d'autrui. On nous met dans la colonisation par l'effet d'autrui. Et on nous gère par l'effet d'autrui. Donc, notre indépendance en tant qu'humain, notre propre humanité a été remise en cause. Comme noirs, comme propriétaires terriens, tout ça a été remis en cause du fait d'autrui. Nous devons nous poser des bonnes questions par rapport à ça. Qui sommes-nous? Cette période sombre qui a créé énormément de traumatismes chez les anciens, dont génétiquement nous recélons encore ces traumatismes par nos comportements qui sont disparates, notre incapacité à retrouver les réflexes d'antan, le respect, la dignité, l'organisation, la structuration, toutes ces choses sont perdues aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un passage très dur sur notre être, notre étant, en tant que personne humaine à part entière. On nous a dénié l'état d'homme. C'est parce que nous n'étions pas puissants, on n'était pas prêts à faire face à la diversité de l'époque. D'où le livre Puissance, se réinventer. Tout à fait, on n'a pas été. C'est-à-dire que nous n'étions pas organisés pour pouvoir construire notre être en tant que puissance, au sens où s'entend ces livres. Est-ce que ce regard va changer? Est-ce que cet état de choses a changé pour nous en tant que peuple, le peuple d'hier? Vous faites l'allusion au Congo avec un K, un Congo avec un C. Est-ce que
cela a changé aujourd'hui dans le fond? Non, malheureusement, dans les fonds, nous sommes toujours convalescents et au sol. On n'a pas évolué d'un iota, on n'a fait que régresser. On n'a fait que régresser, je dirais même, je veux toucher les points, la ligne du temps commence à partir de 1550, 1551, avec la controverse des Valladolid, où l'Église catholique décide de statuer sur l'humanité des Indiens et finalement lève l'option dans les débats qui opposent Las Casas et Sepulveda, qui sont des prélats espagnols dans la période de Charles Quint, qui voulaient savoir effectivement s'il fallait soumettre les Indiens d'Amérique, les natifs d'Amérique à l'esclavage ou pas. L'Église catholique sollicite les concours de deux prélats, que sont Las Casas et Sepulveda. Ils discutent pendant presque une année, 1550-1551, et finalement déterminent que les Indiens ont une âme du fait de leur couleur et que les Noirs n'ont pas d'âme parce que la Bible reprend dans la Genèse que leur ancêtre avait été maudit et que sa descendance devait être soumise à l'esclavage, la descendance de Canaan. Cham, notamment, comme Cham, vous le dites dans... tout à fait, qui devait être soumise, elle devait être soumise à l'esclavage par Japhet, qui représente les Occidentaux, et les deuxièmes qui représentent les Sémites. Donc, de ce point de départ, le christianisme vu au départ de la disposition de la Genèse a statué, j'aimais ça dans les textes, c'est dans les textes. Justement, c'est dans les textes que les Noirs étaient esclaves, sous-hommes, il fallait les soumettre, et cette conception n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand vous faites les tours du monde, allez chercher de l'aide à gauche, à droite, on a affaire aux descendants d'esclaves qui sont même esclaves, qui n'ont pas les compétences nécessaires pour être considérés comme des êtres humains à part entière, et par conséquent, il faut les soumettre. C'est comme ça qu'on vous voit. Ne rêvez pas, oui, mon ami les Blancs, mon ami tel, mon ami l'Américain, mon ami les Français. Ils vous voient par les prismes de votre sous-humanité. Tenez, regardez la situation de Taubira. Taubira, qui a été ministre de la Justice garde des Sceaux de France, on lui jetait des bananes. En France. Elle est française depuis 400 ans. Quelle est la considération qu'on a de Taubira par rapport aux Français venus de l'Est de l'Europe ou du Nord de l'Afrique? Elle n'a aucune considération. Pourtant, elle est là depuis 400 ans. Mais le fait qu'elle ait la couleur noire statue sur son infériorité naturelle au départ de la conception christique ou catholique. C'est ça. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas encore imprégné de cette idée de ce que vous êtes, comment l'autre vous voit? L'autre vous regarde comment? Quand vous vous appelez Guillaume, vous appelez Dan, l'autre qui est en face de vous, dont le nom vient de ses ancêtres, il vous voit comment? Quand vous ne portez pas votre propre nom d'origine, vous êtes un être ersatz, un produit dérivé des êtres qui doit être soumis. Parce qu'il a établi ainsi et vous l'acceptez. Même lorsqu'on vous donne l'indépendance, vous continuez à courir dans leur pays pour aller solliciter leur aide, être à leur disposition, aidez-nous, faites ceci, faites cela. Vous disposez des matières premières, en voici, en voilà. Vous avez explosé les tableaux de Mendeleïev, ce qu'on appelle les tableaux périodiques. Oui. Tous les éléments qui composent les tableaux de Mendeleïev se trouvent en RDC. On a des personnes très instruites, des grands ingénieurs à travers le monde. Nous ne sommes pas capables d'avoir l'électricité permanente, d'avoir nos chaussées propres, de monter une armée capable d'attaquer, d'occuper, de faire tout ça.
Non. Nous ne sommes pas capables de faire des usines, de ceci, de cela, tout ça. Et nous sommes là, moi, j'ai piloté un ministère qui est un ministère de la mendicité internationale. La coopération internationale, c'est la mendicité. On mendie de l'aide à l'étranger. Mais ça s'appelle comme ça. Vous appelez ça comment? L'aide, c'est quoi? L'aide, c'est quoi l'aide? On aide qui? On aide les plus déshérités, les plus pauvres. Mais nous ne sommes pas pauvres pour être aidés. Nous sommes pauvres d'une pauvreté intellectuelle et du savoir à un niveau le plus élevé. Et par conséquent, nous allons vers ceux qui ont investi dans le savoir pour nous aider, alors même qu'ils ne possèdent d'aucune richesse. Mais Puissance, c'est cet ouvrage aussi qui ramène un peu la religion au centre du problème, comme étant l'un des moyens d'asservissement du peuple africain, du peuple noir. Vous le dites quelque part dans votre ouvrage, vous dites que il y a trop d'idiots, trop de crétins, trop de petits esprits, trop d'escrocs dans les communautés évangélico-charismatiques en Afrique. Est-ce que d'aucuns diraient que ce sont des insultes? Non, non. Ces passages-là viennent du texte, c'est une référence que j'ai faite à Kamana, au philosophe Kamana, Godefroy Kangoudi, qui écrit un texte, Ma foi, des théologiens africains. C'est son texte. Oui. Kamana, c'est un philosophe, il a fait la théologie en même temps, un théologien. Kamana a étudié la théologie. Il a un doctorat en théologie. Il a 20 doctorats, il est décédé. Et en philosophie. Kamana évalue la décadence de la société africaine et congolaise en particulier. Il dit que la religion telle qu'elle est pratiquée chez nous, c'est un outil du crétinisme. C'est Kamana qui le dit. Il a l'autorité, la notoriété de pouvoir statuer sur le sujet parce qu'il est théologien au sens académique du terme. Il peut évaluer mathématiquement de quoi il s'agit. Et je suis fondamentalement d'accord avec lui. La religion telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui chez nous n'a strictement rien à voir avec la religion. Elle est commerciale, il y a un côté ostentatoire, vous passez partout, est-ce que tu crois en Jésus comme sauveur, machin, tout ça? C'est quoi ça? La foi est individuelle, la foi c'est les fruits de vos actes qu'on va devoir évaluer. Ce n'est pas le nombre de fois où vous allez à l'église. 90% des gens qui volent ont la Bible sous les bras. 90% des gens qui sont aux responsabilités vont à l'église, ont des pasteurs personnels. Est-ce que ça a réglé le problème de la corruption, qu'on arrête les uns les autres matin, midi, soir? Non. Mais concrètement, qu'est-ce que vous suggérez, M. Pépin Guillaume Mandjoulou? Le chapitre 2 règle le problème. Ma suggestion est dans le chapitre 2. La connaissance, le savoir. La fin de l'imbécilité passe par le savoir. La fin du crétinisme passe par le savoir. Mais quel savoir? Parce que le savoir est pluriel. Non. Le savoir, d'abord, il n'est pas pluriel. Accéder à l'autonomie de pensée et de réflexion, à la lumière de l'esprit. C'est ça le savoir. C'est qu'Horace dit « sapere aude ». Ose connaître. Nous sommes entre 65 de sa naissance Horace à 8 avant Jésus. Sapere aude. Et c'est devenu par la suite la devise des Lumières. Ose savoir. La Bible te dit Dieu crée l'homme en son image, donc tu es un créateur comme Dieu. Tu es l'image de Dieu, tu es un créateur. Cherche, comprends, apprends, cherche la sagesse. Sans cesse. C'est ça le savoir. Il faut connaître comment ça fonctionne. Le Nouveau Testament te dit, 2 Pierre 1, 5, la foi, certes, mais la foi isolée n'a aucune valeur. La foi n'est valable que lorsqu'elle est accompagnée
de la science et de la vertu. Tant que tu ne cherches pas la science, tu n'as pas accès à la foi. Qu'est-ce qu'il faudra alors? Concrètement, il faudra fermer ces églises ou arrêter... Les Sudans, ce sont des raccourcis, ce n'est pas ça le sujet. Je ne vais pas mettre à dos tous ces comédiens qui veulent dire oui, machin, tout ça, diable, Dieu, tout ça. Et globalement, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est donner le savoir aux gens. Que les gens puissent déterminer leur position en fonction de ce qu'ils savent réellement. Toute personne qui sait agit en regard du savoir, agit en regard de la puissance illuminatrice de la raison. Il est éclairé, il sait. Par conséquent, il lèvera les choix qui soient les choix raisonnables, la puissance illuminatrice de la raison. Au plus vous savez, au plus vous agissez conformément à l'éthique, à la loi de la nature, à la vérité, à la raison. Au moins vous savez, au plus vous êtes dans l'anarchie totale. La Bible. Le Coran dit « Ikra ». N'arrête jamais de chercher. Il faut lire Averroès. Ce sont les scientifiques, les philosophes, les penseurs les plus puissants de l'islam. Cherche sans cesse. L'être humain a vocation à chercher, à être créateur au sens chrétien et judaïque du terme, à être toujours à la quête du savoir au sens coranique du terme, à être toujours à la quête de la sagesse au sens des Confucius et du taoïsme, mais tous les grands courants de la pensée vous poussent à savoir. Vous montez dans les avions, c'est le savoir. On érige des constitutions par les faits des philosophes, séparation de pouvoir, Montesquieu, législatif, exécutif et judiciaire. C'est le savoir. Mais quand on lit le titre de l'ouvrage, Puissance, si j'étais président, la personne qui lit le titre sans pour autant feuilleter les pages, se fait une idée de cette œuvre. Il se dit peut-être en lui que celui-ci propose peut-être des solutions concrètes aux problèmes, comment sortir de la pauvreté, comment construire nos routes, comment améliorer nos systèmes de santé, par exemple. Mais quand on lit l'ouvrage, on se rend compte que c'est un ouvrage philosophique qui pousse l'homme à prendre conscience, à se réveiller, à se définir qui il est et qu'est-ce qu'il doit devenir. Oui. Je pense que votre approche n'est pas forcément juste. Oui. Je pense que vous avez lu en oblique. Les chapitres premiers parlent de l'identité nationale. C'est quoi être congolais depuis les origines? On fait la cartographie des origines de notre histoire et on propose l'appellation qui soit conforme, c'est-à-dire que la mise en œuvre du cas d'espèce de ces origines-là à l'actualité. On définit, dorénavant, on peut dire que congolais, ça veut dire ça, ça et ça. Donc on a une définition aujourd'hui précise. Page 84, puisque nous sommes là. De cette version ici, c'est une illustration pour vous dire que tout est pratique ici dedans. Il n'y a pas de la littérature philosophique simplement, il y a la présentation, j'ai théorisé et par la suite je donne la pratique, une définition qui peut être incorporée dans le corpus de l'enseignement en RDC pour que dorénavant un enfant qui se dit congolais sache pourquoi il est congolais, c'est quoi être un congolais. C'est pratique. Qu'est-ce donc un Congolais pour un enfant d'aujourd'hui à la quête de son reflet dans les miroirs de l'histoire humaine et du ravissement de soi? Pour dire, je suis fier de moi en tant que Congolais. C'est quoi être un Congolais? La réponse que j'ai donnée, c'est celle-ci. Être Congolais, c'est le mystère de la création. C'est cette addition des connaissances et d'esprit, portée par les sentiments de la force accrue, forgée dans l'arithmétique d'Ishango. Ishango, c'est pratique, c'est réel. Ce sont les osselets d'Ishango. Les points de départ des mathématiques de la planète, c'est Ishango. Ce n'est pas de la littérature, c'est pratique. Les osselets se trouvent à Tervuren à Bruxelles. Nous sommes les premiers inventeurs des mathématiques. Donc l'enfant se dit, ah, donc c'est nous qui avons inventé les mathématiques? Oui, l'arithmétique, c'est nous. Il y a 25 000 ans, avant toute les civilisations égyptiennes,
sumérienne. C'était les Congos d'abord, Aïchamo. Pratique. Il n'y a rien de littéraire, de philosophique là-dedans. C'est l'histoire. Les éléments sont là, factuels. C'est les batteurs de fer et de cuivre ayant vécu les martyrs des mains coupées. Batteurs de fer et de cuivre. Dans les Katanga, et encore, vous allez à Tervuren, vous avez la forge portée sur le cuivre et le fer venant du Katanga. Il y a une partie aussi qui vient du Congo central, qui sont à Tervuren et même dans notre musée ici, on les trouve. Factuels, éléments précis de l'identité. Maître des formes géométriques et des sons musicaux. Formes géométriques. Tous nos arts, Kuba, Lunda, Chokwe, les formes géométriques qui ont été récupérées notamment par les cubismes français inventés par Picasso, d'origine espagnole. Maître des formes géométriques et des sons musicaux. 450 peuples selon l'évaluation qui avait été faite par l'Occident. 450 peuples, 450 sons musicaux différents. C'est ces peuples-là. Le seul peuple qui a des variétés de sons musicaux qu'aucun autre peuple n'atteint ce niveau-là, c'est les Congos. Un autre élément d'identification. C'est aussi cet être fier comme les léopards avec lequel il se confond en force et en résilience. Tiens donc, nous sommes les Congos, l'écho est à la fois l'origine liée au batteur de cuivre et de fer, mais liée aussi à l'esprit du léopard. Le nom veut dire ça. Rien de fictif, tout est factuel. Fier comme le léopard avec lequel il se confond, en force et en résilience, qui n'a peur de rien et n'honore que les meilleurs, n'honore que les meilleurs. Dès tout temps, avant l'avènement de 1885, chez nous, on n'honorait que les meilleurs. Autour du roi, autour du prince, ne pouvaient présider, participer à la discussion que les meilleurs, les plus sages d'entre eux. Pas tout le monde, pas les troubadours, pas les comédiens, pas les crieurs, juste les meilleurs qui avaient une expertise dans un domaine précis. Ça a été comme ça dans nos entités précoloniales. C'est surtout ces peuples dont la terre entrelacée des rivières est ceinturée de toutes parts d'une richesse minérale insolente. Vous faites la partie est, vous verrez que toute la ceinture qui protège la RDC, qui fait la frontière entre la RDC et les autres pays, les minerais se trouvent en RDC, pas de l'autre côté. C'est cette terre-là dont on parle. Factuel, rien de philosophique, parce que tout le monde a peur de la philosophie. Rien de philosophique, c'est pratique, c'est factuel. Les cobaltes, les coltans, l'or, tout ça se trouve en RDC. Partant, le seul peuple qui peut claironner sur les toits du monde d'avoir été réellement élu par les créateurs. Quel est ce peuple qui a une richesse aussi insolente, aussi abondante, sinon le peuple congolais? C'est dans les peuples aussi les plus pauvres du monde, parmi les plus pauvres au monde. Il est pauvre en savoir. D'où le savoir pour la puissance. Je viens de le dire. Tout est question de savoir. Tout est question de savoir. Tout est question de savoir. Il faut connaître sa père Yaoudé. Cherchez pour connaître. Cherchez la lumière de l'esprit. Vous vous en sortirez. Vous irez sur la lune. Vous ferez des avions. Vous croyez que vous allez faire ça comment? En chantant, en allant aux élections, matin, midi, soir et tout ça, en vous battant pour les élections, en vous faisant la guerre les uns les autres, en vous insultant, c'est comme ça que vous allez vous en sortir? Chaque émission que vous faites, ce sont les insultes. Oui, ils vont faire quoi et tout ça, c'est la littérature. Oui, mais pendant ce temps-là, vous faites quoi? Quand vous faites toutes les rues, les gens qui vont à Paris, ils font les rues de Paris. Ils trouvent quoi? C'est Montesquieu, c'est Malraux, c'est tel et tout ça. On encense ceux qui ont apporté les savoirs. Et ces savoirs-là a servi. Ce sont les Marie Curie, les Pierre Curie et tout ça. Ce sont ceux-là qu'on encense. Les célébrités du monde, ce sont les détenteurs du savoir, pas autre chose. Où est la rue Moudimbe? Où est la rue Kamana? Ngoma Binda? Ngal? Ça n'existait pas. Mais vous débarquez dans un aéroport à Paris, vous faites la route, il n'y a que les noms des stars du savoir. Victor Hugo, Voltaire, tout ça. Ça ne vous interpelle pas.
Et vous pensez qu'eux sont plus bêtes que vous. Vous êtes dans une autre direction, à vous amuser, oui, mais le savoir, ça ne sert à quoi du tout. Mais tous ceux qui sont en train d'encenser ces gens-là, sont-ils plus bêtes que vous? Ils sont plus intelligents que vous parce qu'ils ont investi dans le savoir alors qu'ils n'ont pas de matière première. Vous avez investi dans quoi? Chaque être humain est censé investir dans quelque chose pour s'en sortir, pour lever les sièges de l'existence, comme dit Schopenhauer. Mais nous avons investi dans quoi? Dans la bêtise, dans l'insulte, dans le mépris, dans l'arrogance. C'est tout. Avec ça, vous pouvez construire un pays sur l'arrogance, le mépris, l'insulte, la division, la séparation, l'animosité, le ressentiment, l'inimitié. C'est ça la construction d'un État? L'homme blanc est venu nous dominer, nous imposer sa culture, nous transformer quelque part. Et nous aussi, de notre part, de notre côté, notre part de responsabilité, c'est ne pas prendre les choses au sérieux, ne pas être sérieux avec nous-mêmes. C'est ça notre part de responsabilité vis-à-vis de l'autre. Monsieur Dan, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que toutes les sociétés se battent pour occuper les unes des autres. C'est la nature humaine. L'homme est en guerre avec l'homme. Les sociétés sont en guerre avec d'autres sociétés pour dominer, pour cette volonté de vie, cette volonté de puissance. C'est la nature qui est comme ça. Les lions doivent manger, il doit tuer une antilope. Il n'a pas le choix, il doit faire ça. Celui qui n'a pas de matière première doit occuper celui qui en a. Il t'appartient de pouvoir te protéger, créer les moyens de te protéger par la puissance, c'est tout simplement ça. Un être humain ne peut pas vivre sans puissance, c'est-à-dire qu'il est laissé à qui veut venir le prendre. Parce qu'il passe son temps à pleurer, il ne crée rien du tout. Depuis 1965-60, qu'avons-nous créé en termes d'institutions, d'intelligence et de la puissance? Rien. Y a-t-il une lueur d'espoir? Y a-t-il une lueur d'espoir? Mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence en RDC. Il y a énormément d'intelligence aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais on n'écoute pas l'intelligence. On écoute les Jalelo, les chants, les Dionysio Kolakès. Ce sont les maîtres du pays. Les Dionysio Kolakès. C'est-à-dire ceux qui passent leur temps à l'adoration, à la sanctification, à l'adulation des autorités, des pasteurs. Ces gens-là qui passent leur temps à faire ça, ce sont les stars de notre système, parce qu'on a besoin d'eux pour s'attirer la sympathie des plus faibles, de la population, qui n'attend que des solutions pour son existence. Kabila disait qu'il n'a pas su, sa plus grande faiblesse, c'est d'avoir pas changé l'homme congolais. Certains parlent aussi du système qui est mauvais. On commence par quoi? Je propose le changement de système. Oui. Dans les chapitres sur la cité raisonnable, j'ai dit, pour paraphraser Plutarque, que nous ne pouvons être conduits que par ceux qui nous sont supérieurs en art, en science, en conscience, en vertu, en éthique. Si je ne suis pas éthique, si je n'ai pas d'art propre que je maîtrise, je n'ai pas à conduire les hommes parce que je vais les mener dans un mur. Le fait que je sois célèbre ne me donne pas les compétences pour pouvoir conduire les hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire au football? Prenez quelqu'un de célèbre, mettez-le au football qui gagne. Il ne gagnera pas. Prenez quelqu'un de célèbre, mettez-le en musique pour voir s'il peut gagner. Il ne gagnera pas. Parce qu'il n'a pas les compétences dans ce domaine-là. Je répète de nouveau pour la pédagogie. Le seul secteur en RDC qui marche, c'est le secteur musical, dans lequel les meilleurs s'expriment avec les meilleurs. Aucun chef d'orchestre qui a investi son argent, son talent dans son domaine ne peut concevoir un seul instant qu'on lui envoie quelqu'un qui n'a pas les compétences en musique pour travailler avec lui. Il dira non. Depuis l'avènement du numérique, des plateformes d'achat en ligne, il s'avère tout simplement que le seul talent compétent, opérationnel en RDC, qui est le secteur musical, ils sont tous riches. Parce que c'est une richesse réelle tirée de leur talent. C'est tout. Les autres secteurs sont complètement par terre.
Parce que les talents ne s'expriment pas. Les hommes d'affaires qui veulent investir, qui ont un peu de talent, n'ont pas accès au crédit pour construire les activités commerciales, industrielles. Ils n'ont pas accès au crédit. Les étrangers qui viennent, qui font des tontines entre eux, avec peut-être l'argent sale qui est nettoyé, l'argent des drogues, des armes et tout ça, investissent chez nous, ont des supermarchés, ont beaucoup de choses, parce que c'est leur argent qui ramène de l'extérieur. Et d'ailleurs, beaucoup de politiques vont investir là-dedans pour cacher l'argent qu'ils ont pillé au trésor public. Voilà dans quoi nous vivons. Le dire, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Lorsque le professeur Luzolo dit 18 milliards à 20 milliards échappent à l'État en 2016-2017. Mais cet argent, on aurait pu servir à investir dans le savoir, dans les centres de recherche fondamentale et appliquée, à soutenir les jeunes qui ont terminé les études, qui ont des projets pour pouvoir créer des petites usines, des petites unités, faire l'électricité comme les jeunes gens d'Elista qui ont besoin de faire des dynamos pour produire de l'électricité à moindre coût. On ne les fait pas. On ne les fait pas. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour pouvoir devenir puissant? Rien. Quel est l'acte que la politique congolaise, que les politiques congolais, que la législation congolaise, que les institutions congolaises posent pour accéder à la puissance? Quel est cet acte-là? Un seul acte. Il n'y en a pas. Il y a quand même quelque chose qui me traverse l'esprit quand vous dites ça. Vous dites qu'il faut donner du savoir aux gens. Le savoir est le centre de tout. Ouais. Mais on se rend compte que la plupart des personnes qui ont occupé des postes de responsabilité dans notre pays, la plupart, ce sont des professeurs d'université qui ont étudié dans des grandes écoles du monde. Et quand on leur donne un poste de responsabilité, quelque part, vous vous rendez compte que rien n'échange. Parfois, ils font même pire que ceux qu'ils ont trouvés. Mais c'est tout à fait normal. Le système tel qu'il est conçu, c'est pour accompagner un individu ou un petit groupe d'individus. La misère étant, les profs touchent combien par mois? Quand il arrive ici, qu'il est installé, ils touchent combien par mois? Ils sont tout le temps en grève. Ils n'ont pas de moyens pour ne fût-ce que mettre en œuvre la science. Ils n'ont pas ces moyens-là. Ils sont démunis. Ce sont des pères de famille. Et les plus faibles d'entre eux, dès qu'il y a une opportunité d'avoir un peu plus d'argent, tout ça, au crochet d'un homme politique, ben, ils ne vont pas faire autrement que suivre cette voie-là et soutenir la personne parce qu'il a accès aux moyens financiers. Il va oublier sa science, son identité, sa raison d'être. Tout ça sera oublié parce qu'il doit servir son ventre, sa famille, un bien-être qu'il n'avait même pas espéré. Les années passées à l'école primaire, secondaire, université, doctorat, thèse, tout ça, il va mettre ça de côté parce qu'il doit vivre. Il dit, il n'y a qu'une vie, c'est maintenant ou jamais. Il va honorer, il va danser. Il va danser. Malheureusement, c'est cette vérité que nous vivons. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'appellation prof d'université aux responsabilités n'a presque pas de signification. Parce que les conséquences, on les connaît. On connaît les conséquences. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a des solutions qui sont proposées, notamment beaucoup d'acteurs politiques, puisqu'on parle politique également, vous êtes également acteur politique, proposent un dialogue. D'autres disent également qu'on a eu beaucoup de dialogues dans le passé et que ça n'a pas forcément solutionné les problèmes. Quel est votre regard sur cette approche des choses? Dialogue, oui, ou dialogue, c'est une perte de temps? Non, ne m'amenez pas là-dedans, ça ne m'intéresse alors pas du tout. J'écris pour la postérité, j'écris pour la pulvérisation de tout ce qui existe, qui est faux jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez m'amener dans un truc qui n'a aucune valeur scientifique au sens où je l'entends. Vous avez mis en place un système politique qui fait que les gens célèbres puissent avoir des postes. Pas les gens intelligents, pas les gens les plus capés que les autres, pas les conducteurs de civilisations, pas les constructeurs de civilisations, mais les célébrités. Et vous me dites, oui, les dialogues et tout ça. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse avec ça? Je vous propose la pulvérisation pour un État où chaque matin vous vous levez
Vous êtes Congolais, vous avez à manger, à boire, vous avez l'électricité, l'eau, vous avez un travail, parce que vous appartenez à un pays puissant. Vous avez accès au crédit, vous n'avez pas besoin d'aller faire la politique. Vous n'avez pas besoin de faire des dialogues, ça ne vous regarde. Votre talent vous permet de vivre. Est-ce que nos musiciens ont besoin de faire des dialogues? Non. Voilà l'illustration. Ils vivent de leur talent. Parce que le numérique leur a apporté la solution. L'intelligence artificielle, la nouvelle technologie a apporté la solution à nos musiciens congolais. Ils sont parmi les plus riches aujourd'hui parce qu'ils sont compétents dans leur domaine. Ils produisent. Donnez l'intelligence et les savoirs à toutes les générations congolaises. Ils n'auront pas besoin de vos dialogues. Ils vont créer. Beaucoup n'iront même plus en politique. Pourquoi? Parce que la politique... Mais la politique, les gens vont pouvoir s'abreuver au trésor public gratuitement. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas à conjuguer quoi que ce soit. On se lève au matin, on est député national et tout ça. On touche, je ne sais pas, 15, 20, 30 000, j'en sais trop rien, tout ça. On est ministre important, on a des frais de fonctionnement, on a des frais de ci, des frais de cela. Et puis finalement, on s'est fait une fortune alors qu'on n'a pas mérité. On n'a aucune compétence d'accès à ces moyens-là. Donc pourquoi voulez-vous m'emmener sur un débat qui n'a rien à voir avec? C'est vrai que beaucoup naissent de manière posthume. Ces livres, peut-être, il naîtra de manière posthume quand les Congolais prendront ces livres à bras-le-corps. Diront non, s'il a manqué au Congo des idées, au moins celle-là nous a servi à pouvoir devenir quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pas l'actualité. L'actualité ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Elle est fade, elle est sans intérêt pour moi. Mais complètement sans intérêt. Pourquoi? Pour commenter, tel a fait ceci, tel autre a fait cela et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je travaille pour la postérité, pas pour l'actualité. Les gens qui ont besoin d'être adulés par l'actualité, qu'on les applaudisse, qu'on dise qu'ils sont beaux, ça c'est leur problème. Moi, je ne travaille pas pour ça. Justement, ce dialogue, pour certains, pose un certain jalon. Mais c'est leur problème, je ne suis pas concerné. Pour l'avenir. Mais non. Sur quel fondement? Aller parler, comme à Sun City, ailleurs et tout ça, et puis aller aux élections, tricher, faire des tricheries, rafistoler, tout ça, pareil. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux que les gens proposent. Qui proposent en disant, voilà, les outils de la gestion du pays pour éviter les dialogues, les machins, les guerres et tout ça. Oui. L'outil est là. Outil contre outil, qu'on puisse débattre. Ah, vous proposez ça. Et comment on fait avec la Constitution? Je pense qu'on fait ça comme ça. Ah, et vous, quoi? Voilà. On est là-dedans. Mais si c'est pour parler des choses, des travers des uns et des autres qui ont fait qu'on puisse arriver à cette situation, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, mais vous parlez également de démocratie dans votre ouvrage. Bien sûr, le système que je propose, c'est un système à deux partis politiques. Parce que c'est une solution. Il n'y aura pas de dialogue. Il y aura les groupes qui ont été élus par un scrutin simple, en une journée. On sait qui est président, qui est ministre, qui est député national. On le sait au soir. Il n'y a pas, oui, le président a décidé de faire une ordonnance. Non, il n'y a pas ça. Lorsque vous allez aux élections, vous y allez avec les staffs qui composent déjà l'équipe gouvernementale. Comme on fait dans les pays normaux. Le staff est là. Votre candidat président et ceux qui sont candidats députés. Vous allez au scrutin, vous ressortez de là. Si c'est votre famille politique, votre parti politique qui a gagné, on sait que tel est président, tel est ministre des Affaires étrangères, tel est ministre des Finances, parce que les programmes que vous avez présentés, chaque membre du futur gouvernement a présenté la portion, les piliers qui les concernaient. Et les partis ont décidé que ce sera lui qui sera là parce qu'il a les compétences pour agir là. L'affaire est réglée. Vous avez 5 ans, c'est 5 ans. Et quand on va aux élections, il n'y a pas de CENI, machin, oui, la CENI et tout ça. C'est une machine à tricherie. Comment voulez-vous que les gens vendent une maison à 200 000 $ pour aller chercher comment être député? C'est parce qu'on sait que dans les circuits de la CENI, on peut faire entrer l'argent, on aura un siège. Tout le monde le sait. Le mensonge. La fois passée, je veux parler de la logocratie. Oui. Nous sommes venus un pays où les logocrates s'épanouissent parce que le mensonge est autorisé, mais totalement autorisé. On ment partout. On ment à l'église, où on promet les visas pour aller aux États-Unis, on promet les mariages, on ment en politique, on ment partout. Et donc, ça n'a aucun intérêt pour moi. Changeons, mais radicalement les choses.
fondamentalement les choses. Je suis un homme déraisonnable comme Lee qui a fait Singapour. Je suis un homme déraisonnable. Je n'accepte pas ce qu'on estime être la raison aujourd'hui, dialogue, machin, tout. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour un autre pays, une autre conception. Que les meilleurs d'entre nous nous pilotent, nous guident, qu'on les applaudisse par leurs compétences, qu'on nous fasse des réformes qualitatives qui font que les standards de ceux qui sont meilleurs, qui doivent gérer un domaine ou un autre, on puisse leur donner les moyens nécessaires pour gérer ce domaine-là. Que la retraite des anciens ministres, dans ces CCC-là, tout ça, soit garantie. Que les profs d'université soient payés à la hauteur des ministres ou des députés nationaux, parce qu'ils produisent de l'intelligence. Que les centres de recherche appliquées fondamentales soient installés. Que le numérique, qui est l'actualité du développement de tous les pays du monde, soit mis en avant, qu'on y mette les moyens, parce qu'on a les ressources nécessaires pour ça. Parce qu'on a les matières premières qui ne sont pas transformées ici. Mais si on ne vous écoute pas, la conséquence, c'est que le Congo est voué à quoi? À disparaître? Vous savez que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Ne rêvez pas. Vous dites que rien n'est éternel, même le Congo va disparaître un jour. Mais le Congo que nous connaissons aujourd'hui. À l'allure où l'arrogance et les ressentiments sont les maîtres mots de la gestion dans notre pays, à l'allure où l'unité n'a aucune valeur, les prétentions de beauté, d'intelligence sont largement au-dessus de la réalité qui est la nôtre. Dès lors que quelqu'un a $1 million sur son compte, il a du pouvoir. Pour les hommes, il a des femmes. Pour les femmes, il a des hommes à sa disposition, les voitures, les maisons. Il pense qu'il est devenu un demi-dieu. Sa parole, c'est la parole de la Bible ou du Coran. Dès cet instant, on n'ira nulle part. Héraclite nous dit... Tout cool. Non, pas sur cette phrase-là. Les honneurs tiennent en esclavage les hommes et les dieux. Pour l'instant, ou depuis 1965, en RDC, les honneurs tiennent en esclavage les hommes politiques, les hommes d'église, sont esclaves des honneurs. Et partant de cette position-là, de cette posture de la quête des honneurs, ils construisent des panels de Dionysio Kolakès, les courtisans. Il y a une pratique, il y a un métier nouveau depuis 1965, les métiers de Dionysio Kolakès, comme disait Épicure en parlant des disciples de Platon. Ces gens sont là pour courtiser, être payés. Tu es le plus beau, tu es ceci, cela et tout ça. Tu es le meilleur. Mais depuis Mobutu à ces jours, ils ont fait ça avec Mobutu, ils ont fait ça avec Kabila, ils font ça avec Tshisekedi aujourd'hui. Ça n'a pas changé, ce sont les mêmes, quasiment les mêmes. Ils s'ajoutent à eux, des petits-enfants, leurs enfants, ainsi de suite, et leurs familles, ils s'ajoutent à eux. Et ces honneurs-là tiennent tous les leaders, quasiment tous, en esclavage. Parce qu'on veut faire des leaders politiques des demi-dieux. Des demi-dieux. Et ils croient en ça. Dès qu'on applaudit, ils ont la sensation d'être sur les nuages, d'être dans une posture messianique. Ils oublient que ce ne sont que des humains. C'est une attitude humaine, trop humaine, qui est loin de l'éthique, de la lumière divine et de la puissance illuminatrice de la raison. Malheureusement. Et parmi cette caste des Dionysio Kolakès, la structuration première est faite par certains profs d'université, dont c'est les métiers, de construire la dynamique de la promotion de la logocratie en étant les maîtres chanteurs, les maîtres d'orchestre des Dionysio Kolakès. Avec ça, vous voulez partir où? Avec ça, on va où? Les dire, c'est tenter d'ouvrir la possibilité de passer vers des soins
pour la République. La santé nationale est en danger depuis 1965. C'est là que les problèmes ont commencé, ou en 1985? Non, depuis 65, pas 85. En 1985, vous avez écrit que c'est là que la dégénérescence de l'homme a commencé. 1885, j'ai dit. Oui. C'est pas 1985. 1800, justement. J'ai expliqué tout à l'heure 1885 parce que on nous a retiré l'état d'homme pour l'état des sous-humains à partir de Berlin. 1885, ne pas confondre, messieurs, dames. 1960. Maintenant, la prise du pouvoir par les Congolais, par nos parents, pour notre indépendance, a été perturbée et un régime s'est installé en 1965 jusqu'en 1997. Ce régime a été porté par les Dionysio Kolakès, qui honoraient les chefs, qui en avaient fait un demi-dieu ou un dieu. Est arrivé les régimes de 1998, qui a prospéré tout doucement avec ce qu'on sait, et finalement, à partir de 2005-2006, on a porté Kabila pour en faire aussi un demi-dieu. Et après lui, Félix est arrivé, on l'a porté aussi pour en faire un demi-dieu. C'est ça les processus dont je parle. C'est ça dont je parle. Vous ne pouvez pas parler avec un prof d'université qui est dans cette situation-là, qui vous écoute. Vous passez pour subversif. Vous êtes subversif. Il faut dire ça pour faire plaisir au chef. Monsieur Pépin Guillaume Manjolo, on sera beaucoup plus heureux quand on aura totalement vulgarisé l'ouvrage dans l'opinion, parce que je crois que c'est le 7 février, comme vous l'avez dit, la publication, l'apparition. Donc je crois que l'opinion est vraiment en attente sur des idées qui révolutionnent, qui poussent à réfléchir. Et merci beaucoup pour cette œuvre, et merci pour ce travail que vous faites aussi. Mais un petit mot, pour finir, peut-être un petit mot pour toute la nation, du plus jeune au plus vieux. Qu'est-ce que vous voulez leur dire en cette occasion? Premièrement, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que j'ai dit, je sais que les insultes des Dionysio Kolakès ne manqueront pas. Il pense quoi? Il croit quoi? Il sait quoi? Il pense... Je sais. Quelqu'un m'a dit, il a été ministre, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Oui, mais... Il a fait la même chose que ce qu'il a dénoncé aujourd'hui. Je vais répéter ça 1001 fois. Sur mon site, tout est marqué, tout est là-dessus. J'ai fait les centres culturels, mais ce n'est pas suffisant. Je peux pas... Les centres culturels qui sont en face de quoi? Du Palais du Peuple. C'est mon œuvre. Oui, l'œuvre de la mendicité. Parce que mon ministère, c'est le ministère de la mendicité. Je suis désolé. Il a fait quoi? Mais il était mendiant. C'était le patron des mendiants pour la République. Il a été érigé en patron des mendiants pour la République. Et pourquoi vous avez accepté ça? Mais non, mais ce ministère sert à ça. Je vous dis qu'il faut quand même, à un moment donné, qu'on arrête avec ce type d'institution qui sert à les mendier. C'est pour chercher les bourses. La coopération, c'est ça. Les bourses, l'aide. C'est ça la coopération, c'est pas autre chose. Il faut croire que la coopération, c'est que, bon, je vais chercher du diamant. Non, c'est pas ça. La coopération, c'est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on m'a donné par les gens qui sont censés être partenaires de la RDC? On m'a donné 1,250 milliard de dollars pour les trésors publics. Dans ces 1,250 milliard de dollars, gérés par eux-mêmes, par les partenaires, par moi. Ils ont construit ces bâtiments-là par les Chinois. Les Américains ont mis 600 millions pour faire dans le dessert agricole, les hôpitaux, machin, tout ça. Les Chinois aussi ont donné pour les hôpitaux. Ce n'est pas entre mes mains. Ce n'est pas un ministère qui doit ramener de l'argent pour distribuer aux gens. Non, ça n'existait pas. Je n'ai pas eu un ministère pour construire les routes, les chaussées, faire des ponts et des usines. Je n'ai pas eu ces ministères-là. Je ne sais pas si vous avez la prétention de devenir un jour président, mais si vous le deveniez... Ça, c'est des prétentions et ce n'est pas le sujet. Le sujet est que, est-ce qu'il y a l'intelligence aujourd'hui? L'intelligence existe. Est-ce qu'il y a la compréhension pour accéder à l'aphorisme de Plutarque? Que nous soyons conduits par les meilleurs d'entre nous. Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les jours où on sera conduit par les meilleurs d'entre nous, ce pays ira mieux. Mais encore faut-il que nous tous, nous, petit peuple qui est là, puissent avoir la liberté de choisir exactement celui qu'on veut choisir pour qu'il soit devant nous. Celui qui réunit à la fois au sens biblique
et de la sagesse. La science, la vertu et la foi. Cette fois-ci, non seulement la foi en Dieu, les dieux du Congo, mais la foi dans la République. Quand on aura une personne qui a foi en la République, une personne qui va travailler pour la postérité, pas pour lui. Parce que, dites-vous bien, quelqu'un qui occupe un poste important comme celui du président de la République ou du Premier ministre, ça ne fût-ce que pendant 1 an, sa vie est faite. Toute sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, il aura à manger, à boire pour lui et pour sa famille. A-t-il besoin de rester à vie au pouvoir? A-t-il besoin d'amasser des milliards? Non. Parce que s'il est conscient de son rôle à la tête du pays, qu'il fasse 6 mois ou 1 an, sa vie est faite jusqu'à sa mort. L'État sera toujours en train de lui déverser des possibilités pour lui, pour ses enfants, à vie. A-t-il besoin d'amasser des milliards? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 milliard de dollars? Humainement, on ne peut rien faire. On ne peut dormir que dans un lit, monter dans une voiture, monter dans un avion. Et finalement, on se pose la question, suis-je éternel? Non, je ne suis pas éternel, je passe. Mais quand je passe, qu'est-ce que je laisse derrière moi? La vertu ou la logocratie? Vous laissez justement puissance, si j'étais président. Merci beaucoup, M. Pépin Guillaume Angelo. C'est un ouvrage qui va paraître le 7 février au Centre Wallonie-Bruxelles. L'entrée est libre, l'auteur l'a dit. Donc, soyez là. À quelle heure déjà? Ça ne sera pas des 13 heures. Attention, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il faut vraiment être le plus tôt possible. J'en parlerai encore peut-être d'ici 2 semaines ou 10 jours avant l'événement. L'ouvrage sera vendu à 40 $ sur place. Et quand il va rentrer dans les commerces, ça ne dépend pas de moi. Comme dit Épictète, il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Quand il sera dans le commerce, donc les commerçants qui vont mettre dans ces rayons doivent s'auto-payer. Donc, il va ajouter quelque chose dessus. Je ne vous garantis pas ça combien. Est-ce que ça sera 50, 45, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces jours-là, le 7 février, les livres sera à 40 $. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Pépin Guillaume Angelo. Ce n'est pas facile de comprendre. Hein? Il faut avoir un bagage pour comprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est un très bel ouvrage. Ne découragez pas les gens. Il suffit de lire, on peut comprendre. On peut comprendre. C'est vraiment bien fait. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve donc le 7 février prochain au Centre Wallonie-Bruxelles à partir de 13 h. Au revoir et à la prochaine. On peut se lever pour...